Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui, dans les grandes lignes, s'appelle comment on a utilisé TypeScript à DFR justement pour améliorer la DX. Donc, c'est cool que ça a été défini juste avant. Donc, la Developer Experience, donc la capacité à avancer plus vite sur des projets, à prendre du plaisir, à coder, à avoir le moins de friction possible dans l'expérience développeur. Du coup, forcément, ça se traduit dans plein de choses, rapidité d'exécution, facilité de maintenance, etc., etc. Donc, je m'appelle Charlie, je suis cofondateur et CEO, pour l'instant on est trois, cofondateur et CEO de Defer, qui du coup est une boîte Y Combinator, pour ceux, je ne sais pas si vous connaissez, mais Y Combinator, du coup, c'est l'accélérateur de start-up qu'a lancé Airbnb, Algolia, euh, Instacart, beaucoup de grosses start-up aux US. Et Apollo GraphQL, notamment, pour citer un peu plus des boîtes un peu plus tech, OpenAI, bref, voilà, je vais m'arrêter là. Avant, j'étais tech lead à Algolia, notamment. Et donc, c'est assez cool d'être là ce soir parce que du coup, le premier meet-up où j'ai pris la parole, c'était TypeScript Paris en 2016, 2018. Ouais, c'était l'édition numéro 11. Donc voilà, ce qui m'a permis ensuite de prendre plus confiance. Donc c'est un peu le petit moment inspirational américain. Mais voilà, donc avant, je faisais plus des press en interne. Après, j'ai fait mon premier meet-up à TypeScript Paris, Paris.js, React. Après, j'ai fait React Europe, Redev et des conférences internationales, etc. Donc, croyez en vos rêves. Voilà, important. Non, donc, alors, sans rigoler, du coup, je vais vous décrire après ce qui est DFR. Et du coup, la présentation part du constat suivant. Donc, TypeScript, donc, pour avoir fait du JavaScript, Node.js depuis maintenant, je sais pas, c'est le premier truc que j'ai appris, donc c'était il y a 15 ans à peu près maintenant. Donc à l'époque, pas TypeScript, c'était à peu près du Motus, pour ceux qui connaissent Scriptaculous, des frameworks comme ça, voilà, des anciens trucs, quoi. Du coup, quand TypeScript est arrivé, donc du coup, j'étais très très content de voir ça arriver, et du coup, j'ai pris ça à bras le corps, notamment aussi avec les technologies comme GraphQL, qui se marient très très bien et qui reprennent ce dont Théo a parlé juste avant, pour tout ce qui parle de BFF, génération de code, etc. Bon, c'est un autre sujet dont on pourrait parler après. Et notamment, donc, ces 2 dernières années, j'ai remonté cette entreprise en janvier dernier. J'ai fait une formation TypeScript que j'ai pu faire 3 fois. Donc, qui était une formation axée React qui prenait vraiment des bases. C'est-à-dire, on ne sait pas utiliser les scalars jusqu'à aller jusqu'au quasiment conditional. Donc, c'est vraiment voilà, un gros spectre de TypeScript en termes d'usage. Et le truc qui m'a assez choqué, c'est à quel point il est compliqué de trouver des exemples concrets et réels pour des concepts avancés de TypeScript, comme les conditional, comme les reusable type parameters, les generic constraints et tous ces trucs-là. Et donc, je me suis dit, donc oui, pourquoi? Parce que globalement, tous ces concepts-là, ils sont surtout particulièrement utilisés par des gens qui développent des librairies, par des gens qui sont dans des boîtes comme Facebook, etc., ou même Microsoft, enfin notamment je crois que Sylvain pourra confirmer, mais par exemple, je pense que Style Component ou même React, il y a un moment, quand ils ont essayé de typer des trucs, ils ont appelé l'équipe TypeScript pour les aider, tellement c'était compliqué de typer des choses de façon générique, avec une belle DX, parce que ce que permet TypeScript, justement, c'est d'avoir une belle DX, d'avoir le minimum d'input d'un point de vue développeur et d'avoir le maximum d'output en termes d'expérience, de suggestion de type, etc. Donc là, un très bon exemple de polymorphic component props qui extend runtime, qui extend 14 000 objets avec des types génériques partout pour qu'on puisse y faire du style component qui est typé quand on lui passe des props en mode shallow ou en direct, etc. Ce qui est, voilà, je ne saurais pas vous expliquer comment ça marche. Et c'est le but de ce talk. Parce que je me suis dit, globalement, donc je vais vous décrire une fois de plus ce qu'on fait après à DFR. Et du coup, globalement, toute la DX pour nous, sur la partie client, donc Node.js, elle repose justement sur des complexes assez avancés, parce que c'est ce que permet de faire TypeScript, des concepts assez avancés de TypeScript pour avoir la meilleure developer experience. Donc des concepts comme type parameters, conditional, utility types, bon, pas forcément très avancés, mais générique, et le infer, par exemple. Donc juste très rapidement, pour savoir si mon talk sert à quelque chose, est-ce que vous pouvez, si vous avez envie, chacun lever la main sur à quel point ça vous parle, par exemple, si je dis type parameter sur les génériques, ok, les génériques de façon générale, j'aurais peut-être dû commencer par là, les utility type ou les type helper, ok, et infer, le mot-clé infer, ok, cool, donc, je ne vais pas parler pour rien. L'idée, c'est que, cool, je n'ai pas de connexion Internet. Alors, attendez. Bon, bah écoutez, j'ai là un super truc qui a dégagé.
Donc, c'est pas grave. Il y avait un exemple à gauche, il n'est plus là. C'est pas grave. Donc, l'idée, c'est que je vous montre deux clients qu'on a et qu'on puisse regarder le code ensemble, un peu comme une espèce de géante code review. Donc, c'est un truc un peu interactif. Après, je ne suis pas un expert en TypeScript, donc c'est des choses qui sont mal codées. Il faut savoir que maintenant, moi, je ne développe plus dans la boîte, très très peu. Donc, c'est ce qui a été codé il y a 6 mois. Et ça marche sur ma machine, donc c'est cool. Et du coup, on va regarder. Non, ça marche très très bien, mais du coup, il y a forcément 20 000 façons de faire une chose en TypeScript, comme vous le savez, plus ou moins complexe. Donc, à partir de maintenant, je vais vous montrer plus d'exemples. Dites-moi si je vous perds. Donc déjà, vous expliquer un peu ce qu'on fait avec Defer. Donc, ce qu'il faut savoir avec Defer, donc moi, quand j'étais à Algolia, j'ai travaillé sur la partie intégration Shopify, et du coup, 80% du taf, c'était de récupérer beaucoup de données de Shopify, des différents marchands, donc de la data d'inventory, et l'indexer dans Algolia. Donc, gros sujet de data pipeline, mais accès applicatif avec des règles compliquées, mais du coup, de grosses complexités sur la partie queuing. Et après ça, après Algolia, donc j'ai travaillé pour une boîte à New York, et après, j'ai rejoint, si certains d'entre vous font du GraphQL, j'ai rejoint le collectif The Guild, qui maintient en fait tous les plus gros projets GraphQL, dont GraphQL Code Generator, et j'étais tech lead sur GraphQL Code Generator, qui génère justement des types TypeScript à partir de serveurs GraphQL. Et du coup, j'ai eu 2 neurones qui ont fait ting, ah, trop bien, est-ce que le queuing et génération de types, ça pourrait être intéressant? Et du coup, c'est de là dont vient Defer. Donc en gros, aujourd'hui, quand vous faites du queuing avec Node.js, vous allez utiliser BoolMQ, vous allez avoir des queues, des workers, etc. Alors qu'à côté, tout le monde s'amuse avec Supabase, avec Vercel, et fait des git push, et ça marche direct. Alors que dès qu'on va faire du queuing, il faut tout déployer soi-même, et on a une expérience de développement qui est assez médiocre. Donc l'idée de Defer, c'est de se dire, bon, c'est parti d'un pied aussi. Pendant un hackathon, il y a 1 an, en été dernier, où j'ai pitché une idée et qui était la suivante, de dire est-ce que ce serait pas fou de dire que quand on est dans une application TypeScript ou JavaScript, que ce soit du Next.js, du Express, etc., on puisse juste wrapper une fonction existante et cette fonction, du coup, après, quand on l'appelle, du coup, au lieu de runner sur l'API, elle run, elle est defer, donc elle est décalée dans le background. Voilà, c'était une idée théorique. Coup de chance, il se trouve que techniquement, c'était de 1 faisable et que de 2, il y avait un marché. Donc c'est cool. Donc on a été créé au Y Combinator et on a levé des fonds en début d'année. On a plusieurs. On est au début quand on a des clients, des utilisateurs, etc. Donc, juste un peu pour expliquer l'exemple. Donc là, par exemple, vous allez importer des fleurs, vous avez une fonction qui va faire Hello World au bout de 5 secondes. Ce que vous allez faire dans votre projet Express. J'ai pris Express parce que je me suis dit que ça parlerait à plus de personnes que prendre Next.js, etc. et choisir un camp. Je ne choisis pas de camp, je prends Express. Tout le monde connaît Express en général, en JavaScript. Donc, Express pour la partie API, c'est vrai que là, je pars du principe que tout le monde fait du back-end, ce n'est pas le cas. Donc là, on est dans le back-end. Et globalement, on va avoir une fonction qui va faire Hello World au bout de 5 secondes. Je vais la wrapper avec Defer. Et après, dans mon API, quand je vais l'importer tout simplement, et quand je vais appeler cette fonction, en fait, bah, du coup, cette fonction ne va pas tourner sur votre API, elle va tourner sur notre infrastructure. Et du coup, vous allez pouvoir avoir accès à la liste des exécutions directement sur l'application Defer. Donc là, c'est l'exemple avec un ami qui utilise le produit, qui du coup a un ensemble de fonctions pour faire de la synchronisation Notion to LinkedIn. Et du coup, il a l'accès total à toutes les différentes exécutions, le tout avec une super développement. Parce que du coup, depuis une fonction, je suis en train de me perdre, à partir d'une fonction defer, on peut aussi définir par exemple quelle va être la concurrency par exemple de cette fonction. Donc si elle est appelée plein de fois en même temps, on peut dire moi je veux qu'il n'y en ait que 10 qui run en même temps. Je veux que si jamais la fonction ne fonctionne pas et a une erreur, je veux qu'elle soit retry 5 fois, etc. etc. Voilà, c'est des exemples très spécifiques qui vont pas vous parler si vous faites votre backend. Je vais m'arrêter là. Donc le but de ce talk, c'est de parler un peu comment on arrive justement à faire cette développeur experience, où justement on arrive à wrapper du coup avec TypeScript, un peu à donner cette illusion en fait qu'on est en train d'appeler une fonction et qu'en fait elle va runner quelque part, autre part, sans casser les types, en gardant tout le type safety end-to-end, un peu comme on peut avoir du coup en utilisant la génération de type OpenAPI, GraphQL, etc. Et ici, il n'y a aucune génération de type, donc tout est fait directement par la librairie. Ok, alors, est-ce que c'est clair ou est-ce que je suis allé trop vite? Ou est-ce que c'est globalement clair? C'est clair. Très bien. Donc, c'est parti. Accrochez-vous, parce que du coup, on va regarder le code. Alors, donc, defer. Ah, c'est petit, là? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? C'est un peu hardcore, quoi. Ah, je me suis perdu. Voilà. Ok, donc si on prend defer. Donc, defer, globalement, c'est quoi? Nous, on veut faire... Alors, pourquoi cette idée de talk, un peu interactif, un peu en code review, c'est que je ne sais pas comment vous y prenez pour faire du TypeScript.
Par exemple, moi, j'aime bien, par exemple, partir d'exemples de code, donc un peu faire du genre de mock, et de dire, bah, j'aimerais que ça donne ça, et après, au fur et à mesure, j'implémente, et je refine au fur et à mesure de ce qui est possible ou pas. Parce qu'il y a des choses qui, soit je ne sais pas faire, soit quand on se retrouve à aller sur le, sur le repo test challenge et qu'on voit qu'il y a 10 mecs qui galèrent à faire un truc de Enum ou autre chose, on se rend compte que c'est juste pas possible de le faire en TypeScript. Ou en tout cas, il faut appeler l'équipe de Microsoft. Donc là, par exemple, si on se pose et qu'on se dit, OK, on veut faire quelque chose où globalement, je vais prendre l'exemple à côté, parce que là, c'est pas forcément super simple. Je vais fermer ça. Donc, par exemple, admettons, je veux créer du coup une fonction qui prend une autre fonction, qui prend des arguments et qui retourne la fonction qui du coup prend les mêmes arguments et retourne type différent et une réponse différente. Donc du coup, là, on est clairement, je pense que vous l'avez deviné, dans le monde des génériques, parce que du coup, on va se retrouver à faire des manipulations de type dynamique, etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'est un générique? Ouais, non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que c'est nécessaire que je définisse ce qu'est un générique? Oui. On va dire que oui. Ok, donc quand vous faites un type TypeScript, globalement, vous allez avoir des types. Non, très mauvais exemple. Parce que ça, c'est un mad type. Ok, donc ça, c'est un type TypeScript. Tout ce qui est plus standard, c'est une interface. Ok. Mais admettons, je veux dire que par exemple, les métadatas, en fait, ça peut être un type qui est dynamique. Mais du coup, je vais créer un générique où j'ai passé cette syntaxe avec des chevrons, qui est similaire à React, mais qui n'a rien à voir. Et ici, je vais pouvoir dire, OK, en fait, le type de metadata, ça va être par exemple, donc voilà, c'est pour ça que je voulais prendre un micro, parce que du coup, là, ça vient en faire. Mais voilà, donc là, par exemple, je vais pouvoir dire, si j'utilise le type deferred function option, si je peux lui passer un argument, un peu comme une fonction de type, donc c'est ce qu'on appelle un type parameter, et je peux ne pas lui en passer parce qu'il y a une valeur par défaut, et si je n'en passe pas, ça sera une metadata sera de type execution metadata, mais ici, je pourrais passer un type custom. Donc ça, c'est un générique. Et le truc, c'est qu'après, du coup, avec les génériques et surtout les type parameters, on peut faire des folies, ce qui est un peu ce qu'on a fait par moment et que je vais vous montrer. Ok, donc regardons un peu ici ce qu'il y a d'intéressant. Donc le but de ce talk, c'est un peu de vous montrer les choses, s'il y a des questions, des choses ne sont pas claires, qu'on interagisse là-dessus, mais aussi pour montrer des limitations et un peu des petits tips par-ci par-là, des petites bribes d'informations. Il n'y a pas globalement de grosses conclusions à la fin sur il y a ça qui était compliqué, etc. Donc là, par exemple, moi, ce que je veux, c'est savoir une fonction defer qui prend une fonction et qui ensuite, quand je l'appelle, la fonction doit être une promise. Parce que du coup, ça, c'est un des requirements. Parce que vu qu'on unqueue un job, il faut qu'on attende que le job soit unqueue. Donc même si la fonction de base qui est passée n'est pas une promise, il faut que la fonction devienne une promise, celle qui est wrappée par defer. On veut garder le typing. Donc là, par exemple, on voit que par exemple, Hello World, qui a été wrappé avec defer, du coup, prend les mêmes paramètres. Par contre, il retourne une promise de unqueue execution response, qui est en fait un ID d'exécution. Donc, c'est pas ça. Comment on fait ça? Donc pour ça, déjà, on va définir une fonction, on va la typer de façon inline, parce que ça simplifie un peu la lisibilité, et aussi, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire si on ne type pas de façon inline, qu'on va faire du générique et réutiliser type argument, etc., etc. Donc il y a un truc intéressant, c'est que déjà, nous, on a un postulat qui est qu'on veut qu'on nous passe une fonction. Ok, on veut récupérer le type de cette fonction, parce qu'après, on veut la passer pour définir le return type avec un générique. Après, on ne veut pas être capable de prendre n'importe quel type de fonction. Nous, on veut que la fonction qu'on nous passe, elle soit async. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça de base, c'est un postulat, mais du coup, là, c'est un premier exemple de generic constraint. C'est-à-dire que quand on fait un type générique, ou une fonction qui est générique, parce que là, en gros, la fonction est générique, mais c'est le type de la fonction qui est générique. Est-ce que vous me suivez? Yes. Donc là, du coup, on peut dire que globalement, je mets extend pour dire que le type de la fonction qu'on va me passer en argument ici, donc ici, quand j'ai passé une fonction, le type f va être assigné dynamiquement à partir de l'objet qui a été passé. OK. Et on va mettre une constante en disant qu'il doit extend. Donc c'est un peu du code qui se lit à l'envers. Et ça n'a rien à voir avec le extend de l'interface. Attention. Et là, on va dire que globalement, ça doit matcher le fait d'être une deferrable function. Et pour nous, une deferrable function, c'est quoi? C'est une fonction qui prend peut-être oui ou non des arguments. On s'en fout du nombre d'arguments. Donc là, quand on fait un spread comme ça, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir un array d'arguments. Et vu qu'on met any, en fait, on dit qu'on attend d'avoir un array potentiellement vide d'arguments, donc 0 ou plusieurs arguments de n'importe quelle forme. Et là, on retourne une promise. Donc ça, c'est un premier exemple, par exemple, de type de use case. Yes, dis-moi. J'ai une petite question en fait. Chat qui demande où Ouais. se fait la compilation de la lib. Pardon? Où se fait la compilation, la transpile de la lib. La transpile de la lib est faite.
dans notre CI et c'est publish sur NPM. Donc les types sont embed dans le package. Je ne sais pas si c'est la réponse. On parle de la fonction qui envoie le départ. Quand on a une fonction, ouais. Ok, je pourrais répondre ça à la fin, parce que du coup, ça change complètement le flow. Je pourrais répondre ça à la fin en QA sur le... Ouais. Avec ça, mais à la fin, si tu veux. En fait, les questions qui sont liées à des fers, je préfère les garder à la fin, parce que du coup, là, ça va casser le flow du truc. Ça roule. Ok. Mais oui, effectivement, oui, on transpile les fonctions chez nous, on a notre propre bundler, propre scheduler, propre runner. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais en parler. Mais le but, c'est pas que je fasse une auto-promo de ce qu'on fait hors TypeScript. Donc là, du coup, premier exemple assez intéressant, donc generic constraints, donc c'est-à-dire que du coup, on va aller contraindre le type de l'argument fn en disant qu'il faut que ce soit une fonction qui renvoie une promise, globalement. Donc ça, c'est un pattern qui est assez intéressant. C'est un pattern qu'on peut utiliser, par exemple, si, par exemple, j'ai parlé de trucs qui sont un peu plus concrets. Moi, c'est un exemple que je donnais dans la formation. Vous faites un UI kit dans une entreprise. Voilà, dans votre entreprise, vous avez fait un UI kit. Vous voulez faire, du coup, en UI kit, en général, c'est plutôt générique. Du coup, vous allez en général avoir besoin de faire des generic constraints pour pouvoir cadrer un petit peu les différents type arguments qui sont passés au générique. Donc, par exemple, si vous avez un input qui est utilisé avec React Hook Form, vous allez avoir des génériques partout et vous allez vous amuser. Après, on peut regarder un peu deferred function. Donc, defer renvoie une deferred function, donc une version defer de la fonction qui a été wrappée. Donc, la fonction, on revérifie à nouveau que du coup, elle doit être une déferrable fonction. Donc, c'est une fonction qui retourne une promise. Et là, le truc intéressant, c'est que du coup, nous, en fait, pour des besoins internes, on a besoin de savoir si une fonction qui nous est passée, c'est une fonction plain, un peu comme un plain object, ou est-ce que c'est une fonction qui a été wrappée avec defer. Et du coup, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du interface tagging. Je ne sais pas si c'est le terme en TypeScript, mais le fait de rajouter des propriétés un peu cachées sur des fonctions, des propriétés qui sont statiques, mais qui existent au runtime également, même si on ne s'en sert pas. Donc là, il y a déjà un premier truc intéressant. Donc là, je parlais plutôt du fait qu'on pouvait typer des fonctions de façon inline. Donc dans ce cas, on va rajouter des types sur une définition de fonction. On peut le faire aussi avec un type. Donc type defer function égale accolade. On peut le faire avec une interface. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est un truc qui est plutôt intéressant, mais qui est plutôt utile quand vous faites des retours des retours de type de function que des typages de fonctions, parce qu'il y a des limitations sur l'inférence des arguments qui ne marchent pas quand on fait une interface comme ça. Et là, globalement, ce qu'on dit, c'est qu'une deferred function, donc ce qui est retourné par defer, c'est une fonction. Donc ça, c'est une façon de déclarer une fonction dans une interface. OK. Donc c'est une fonction qui reprend les mêmes arguments que la fonction qui a été passée. Donc pour ça, on utilise un type helper. Donc un type helper, c'est des génériques qui sont fournis. Alors c'est même plus que des génériques, c'est des map types. On va en rester simplement à dire que c'est des génériques. C'est des helpers de TypeScript qui permettent de récupérer des informations dont on a besoin souvent. Donc, par exemple, return type de function, paramètre de function. Vous connaissez peut-être partial. Donc, par exemple, Théo parlait plutôt, par exemple, on a une interface, par exemple, qui a toutes les propriétés qui sont non optionnelles. On veut récupérer une version de cette interface avec telle propriété qui est partielle. Du coup, on va pouvoir utiliser le type partial qui, je n'aurais pas le temps de le décrire aujourd'hui, mais qui est un map type. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller regarder comment c'est codé, puisqu'en fait, ce n'est pas si compliqué. Et c'est un bon point d'entrée pour tout ce qui est map type en TypeScript. Donc là, comme je vous disais, du coup, on utilise interface.functionType, on utilise des type helpers et on fait du tagging pour savoir si une fonction, quelle qu'elle soit, c'est une fonction au sens function plain ou une fonction defer. Alors, je vais montrer un exemple de pourquoi c'est intéressant. Donc là, par exemple, on a un autre helper que je ne vous ai pas montré qui s'appelle delay. Donc là, admettons, je veux que le hello world ne s'exécute pas tout de suite, le plus vite possible, mais qu'il s'exécute dans 1 heure. Donc pour ça, j'ai posé mon micro, parce que sinon, on va y passer une plombe, et je me rends compte qu'il est déjà tard. Donc, const delayed hello égale delay de je sais pas, truc. Ah, ok, bon, on va avoir un problème. Ok, donc le pattern qu'on a mis en place, donc là, je n'ai pas fait le npm install, donc forcément, il ne marche pas. Mais par exemple, si on veut avoir une exécution qui se fait dans le futur, du coup, on va créer une nouvelle version de la fonction, un peu comme on fait avec Lodash, quand on fait du querying, etc., du pur fonctionnel. Et là, du coup, cette fonction, va être une version de la fonction qui, quand elle est appelée, du coup, déclenche une exécution qui est dans le futur.
dans 1 heure. Donc là, le truc intéressant, c'est que delay, nous, par exemple, on ne veut pas que quelqu'un fasse une erreur et nous passe le hello world qui n'est pas wrappé par Defer. Donc c'est là où, du coup, c'est intéressant le fait d'avoir fait du tagging, parce que là, du coup, ici, delay ne prend pas une deferrable function, mais prend une deferred function. Et là, du coup, on fait une double generic constraint. Donc, globalement, fn, qui est passé ici, doit matcher le fait d'être une deferred function, et f, que du coup, on extrait, qu'on infère de façon via du argument inference, doit extend le fait d'être une deferrable function. Ce qui en soi ne sert à rien, parce qu'en fait, c'est déjà un prédicat dans deferred function, donc je pourrais dégager ça. En fait. Des optimisations. Non, ok, il n'est pas content. Donc, c'est pas une optimisation, c'est obligatoire. Voilà, ça fait combien de temps que je parle? Parce que je pense que ça fait longtemps. Ça fait? Ok, bon, je vous donne 5 minutes de plus, parce que je sens que sinon ça va être trop hard. Un autre exemple qui est intéressant. Donc là, on a vu un peu des exemples, j'espère, intéressants sur comment utiliser le générique, comment combiner du coup des type helpers, des type parameters, etc. dans des exemples qui sont concrets et pas des trucs complètement délirants comme Abstract Component où on a tellement qu'en fait, il faut un PhD pour lire et comprendre comment ça marche. Globalement, un autre exemple qui est aussi intéressant, un peu plus React, c'est par exemple, j'ai fait un truc pour Next où globalement on puisse appeler une defer function depuis le front-end, depuis un composant React, en utilisant un hook qui s'appelle useDeferRoute. Et là, du coup, en fait, on va partir du prédicat que en fait, vous avez une route sur votre application Next qui s'occupera, qui est générée en fait par defer et qui va s'occuper du coup d'appeler la fonction defer pour vous. Du coup, vous avez juste à passer l'URL de votre API qui va appeler la defer function. Et vous, en fait, depuis le front, ce que vous voulez faire, c'est juste appeler generate. Et quand vous appelez generate, en fait, ça va vous générer, ici, par exemple, c'est une fonction qui est du LLM OpenAI Top Edge Technology, qui du coup va vous donner un handle GitHub. Et en fait, il va aller récupérer tous vos repos de public. Il va regarder combien de commits vous avez fait dans quel langage. Et à la fin, il va vous... je suis désolé, là, je suis en train de perdre le... OK. Il va vous générer un truc comme ça. Donc, en gros, vous rentrez Charlie Poly, il va vous générer une genre de petite description en disant j'habite à Paris, je fais beaucoup de JavaScript, du TypeScript et j'ai tant de GitHub stars sur mes repos. Ouais. Bon, utilité discutable, mais une démo absolument incroyable. Donc, tac, tac, tac. Et voilà, je suis là. J'ai bientôt fini. Donc là, ici, on a une defer function, par exemple, un peu plus compliquée, qui du coup va runner sur defer et va être appelée par une application Next qui va prendre comme seul argument un GitHub username, qui va appeler l'API de GitHub pour récupérer toutes les infos, et après va le passer en prompt à OpenAI pour faire une complétion avec GPT-4. Voilà. Donc en soi, rien de bien compliqué. Très bon use case pour defer, parce que ça, si vous runnez sur Next, sur VRC, vous allez avoir des timeouts, vous pouvez avoir des problèmes de rate limiting avec GitHub, etc. Donc là, avec la concurrency plus un petit système de retry, en gros, vous ne prenez pas la tête, ça prend 10 secondes à mettre en place et ça fonctionne. Et l'idée, c'était vraiment de bridge the gap jusqu'au bout et de dire, OK, même les développeurs front-end peuvent s'en servir avec un petit hook. Vous faites juste defer route. Et là, globalement, dans votre front-end, vous récupérez le typage d'une fonction defer qui est définie dans le back-end, un peu comme avec TRPC. Et là, du coup, on arrive à quelque chose d'assez intéressant, si mes slides fonctionnent. Donc, globalement, on a ça. Et on va passer le type-of de la fonction pour éviter que si on passe une référence de la fonction, le problème, c'est que du coup, ça va bousiller le bundle et du coup, le front-end va embarquer une partie du code back-end. Donc, c'est pas bon. Du coup, on fait un type-of pour récupérer le type de la fonction et passer en type paramètre du générique de user-def-route. Si vous êtes encore là, c'est bien. Donc, le truc qui est cool, c'est que du coup, globalement, ce qui se passe, c'est que du coup, d'un point de vue typage, useDeferRoute, globalement, il va faire une espèce de tambouille où il va dire, du coup, il va renvoyer un tuple. Le premier élément du tuple, du coup, va être le type de la fonction qui est passée, et après, le deuxième élément va être un objet où le résultat doit être le résultat de la fonction de base qu'on passe. Voilà. Donc, regardons ça, et après, je vous laisserai vous reposer. Tac, tac, tac. useDeferRoute. OK, donc useDeferRoute, c'est un bon exemple pour moi de voir une mise en application d'utiliser plusieurs type parameters les uns dans les autres, donc d'avoir des dépendances entre les type parameters, d'avoir des conditionnels avec infer qui permet de remonter, parce qu'en fait TypeScript, alors je ne saurais pas l'expliquer, je pense que Sylvain saurait très bien expliquer que moi. Mais en gros, TypeScript des fois fait des espèces d'async un peu à la fin, où du coup il va attendre pour résoudre un truc, et du coup c'est un peu la façon dont infer fonctionne, et du coup il y a plein de bugs
qui sont utilisés par plein de gens dans TypeScript pour faire des trucs assez bizarres. Donc, si on regarde un peu, useDeferRoot, donc ça, c'est le return type de useDeferRoot. Ok, donc, comme je vous dis, ça renvoie à un tuple où le premier, c'est une fonction. Ok, et ça, on va l'oublier parce que globalement, c'est une très mauvaise idée. C'est un truc que j'ai enlevé et en vrai, on va dire que ça n'existe pas. Parce que voilà, parce que c'est trop compliqué et en plus, ça ne marche pas. Voilà. Donc A, c'est un type argument qui contient le type des paramètres, donc ce que TypeScript appelle les paraméteurs, mais vraiment le type des paramètres de la fonction qui est passée. Et R, c'est le return type. Donc jusque-là, c'est un truc assez simple. C'est juste que c'est un bon exemple pour montrer les tupes, parce que c'est vrai que les tupes, on s'en sort pas très. Enfin, moi, je m'en sers jamais, hein, personnellement. Voilà, donc là, on recrée une fonction. Jusque-là, c'est assez simple. Et après, useDeferRoot, ici, du coup, ça va être donc c'est une fonction anonyme. Ça peut être une export function deferRoot, hein, c'est la même chose. Où, globalement, ouais, donc là, du coup, forcément, il est pas content. Voilà, là, il est content. Et ça, on s'en fout. Ouais, ça marche. Donc, en gros, pour aller faire ça, du coup, globalement, vous avez vu que ici, DFR, du coup, ça va être le type de la fonction DFR wrappée. Et du coup, c'est ça tout le défi de ce composant, enfin de cette fonction, c'est qu'en fait, nous, la fonction qu'on reçoit, c'est pas la fonction qui est wrappée, c'est la fonction defer. Donc, il faut qu'on aille chercher la fonction qui est à l'intérieur du type deferred function. Et c'est là qu'on utilise les conditionals, parce que du coup, là, on va dire, OK, moi, je reçois une fonction qui est une DFR qui doit être une deferred function. OK, donc, une deferred function, c'est un type qui contient la fonction de base qui a été passée. OK, donc là, du coup, je vais faire DFR, et là, je vais dire, OK, moi, je vais récupérer f, qui est la vraie fonction wrappée. Du coup, je vais dire f extend defer function égale, et là, je vais utiliser les conditionnels avec fr, avec infer, pour aller récupérer le type wrappé, qui est le type de la fonction qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est bon exemple, pas trop tiré par les cheveux, parce qu'on en a vraiment besoin, et assez compréhensible, je pense. Après, dites-moi s'il faut que je l'explique, mais dans ce cas, il y aura peut-être de la place pour les questions. Et du coup, en faisant ça, du coup, moi, je vais aller FRRR, qui sert à quoi, RR? Je sais pas. Ah ouais, il est là. Donc en fait, je vais aller y faire AR, que je vais aller. C'est trop bizarre que ça s'appelle. En fait, il ne devrait pas s'appeler AR, lui s'appelle FF, parce que sinon c'est trop le bordel. On n'y comprend rien. Donc en gros, F ici va du coup, on va faire un infer. S'il arrive à inférer, du coup, ça devient true. Donc du coup, on retourne FF. Si on n'y arrive pas, any. Donc en gros, si on passe un truc qui n'est pas une defer function, il ne va pas réussir, il va mettre any. Après, on fait la même chose pour récupérer le return type, parce que le return type, en fait, il est dans dans F qu'on vient de récupérer d'un conditional, parce que du coup, TypeScript du coup, les lit dans ce temps-là et du coup exécute dans ce temps-là. Exécute, valide et infère dans ce sens-là. Donc là, on est content, on a DFR. Depuis DFR, on a récupéré F. Depuis F, on veut récupérer R. On utilise un type helper dont je parlais plus tôt qui s'appelle return type. Le return type de F, c'est très simple, ça renvoie le return type d'une function. Sauf que là, on sait que la fonction, nous, elle renvoie une promise. Et nous, on s'en fout, parce que nous, on ne veut pas renvoyer une promise pour front-end. Donc, à nouveau, on veut dépromiser et récupérer le type wrappé par promise et récupérer le vrai return type qui n'est pas une promise. Voilà, et après, c'est fini. Donc, globalement, voilà, c'est juste pour montrer un exemple là-dessus, parce que c'est un exemple qui est... Après, je sais pas, peut-être que du coup, je suis quelqu'un de bizarre, mais je trouve que c'est un exemple qui est assez compréhensible pour une fois. Là où si useState, par exemple, est super intéressant. Donc moi, quand je faisais la formation, par exemple, je montrais comment fonctionnait useState, comment fonctionnait useReduce. Vous n'avez pas de choses aussi avancées dans useState et useReduce. Si vous voulez voir des exemples avec des types arguments qui sont réutilisés, de l'inférence, etc., vous partez directement dans du state component, etc., et c'est l'enfer. Ou du loadage. Mais loadage, c'est plus énormément d'overload et de variadic arguments, qui sont aussi très intéressants. Voilà. Donc, je ne sais pas. J'espère que c'était instructif. Et je vais le savoir tout de suite en demandant si vous avez des questions. Et voilà, s'il y a des questions, souhaitez faire happy de répondre. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Tourne où le code alors de Hello World? Ouais, alors où tourne le code? Est-ce que j'ai un graphe de ça? Alors, en gros, quand vous utilisez Defer, donc vous avez votre API, ok, vous avez votre repo GitHub. Le repo GitHub il va être connecté à Defer. Dès que vous allez faire un commit, nous, du coup, on va aller récupérer le code parce qu'on est connecté avec votre compte GitHub et votre repo. Ok, après, du coup, on va aller voir dans le dossier Defer n'importe où dans votre projet, même si c'est un monorepo, multi-repo, etc. On gère
Express, Next, on gère tous les cas. On va aller récupérer du coup tous les fichiers qui ont un dossier DFR et on va les bundler à la main, un par un, pour créer des versions optimisées de vos fonctions. Et on va se baser sur la taille config que vous avez, le package JSON que vous avez. Donc oui, on a perdu 6 mois de cerveau pour faire que ça marche, parce que globalement, il n'y a pas de build pack comme sur Heroku, c'est vraiment juste vous venez avec votre tsconfig, votre package.json, yarn, pnpm, npm, tout, en mode virtualisé, pas virtualisé, etc. Et du coup, on crée des bundles optimisés de vos fonctions qui vont sur S3. Et après, quand on reçoit un call comme quoi une fonction est exécutée, bah, du coup, on va spawner. Si c'est une exécution immédiate, du coup, le scheduler va dire OK, il faut exécuter le plus vite possible. C'est quoi les règles de concurrency? Du coup, il va aller scheduler la chose. Une fois que c'est schedulé, il va aller passer la main au runner qui, lui, est globalement, tout ça, c'est codé en Go, la partie builder, scheduler, runner. Et le runner, globalement, c'est du Go qui interagit directement avec Docker API et Containerd. Voilà. Et qui fait toute l'orchestration à la main pour récupérer les logs, les shutdowns, les live cancellation, etc., etc. Mais c'est pas moi qui fais du Go, c'est mon CTO. Il n'est pas venu ce soir. Donc, c'est des questions sur le Go. On en parle sur Twitter ou autre part. Ouais, il y a d'autres questions sur le chat. C'est une question sur le chat qui disait c'est quoi l'intérêt de runner toutes ces fonctions Axal? C'est quoi l'intérêt de les runner chez nous, quoi, en gros? L'intérêt, c'est que du coup, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, par exemple, si vous voulez runner. Après, ça dépend, quoi. Mais par exemple, si vous voulez runner chez vous, en fait, il y a deux scénarios. C'est soit vous faites du serverless, soit vous faites du hosting, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais classique. Si vous faites du hosting classique, globalement, si vous le runnez chez vous, globalement, enfin, nous, on ne vous permet pas de le runner chez vous. Donc, déjà, comme ça, fin du débat. Voilà. Donc, en gros, vous faites des workers, vous les queue, vous managez votre Redis, vous managez vos workers, vous faites autoscaling, vous faites tout vous-même. Si vous faites du serverless, vous utilisez Vercel, scénario numéro 1. Sur Vercel, vous ne pouvez pas faire runner Puppeteer. Vous ne pouvez pas utiliser Bun Runtime, vous ne pouvez pas utiliser de librairie native. Vous avez un timeout, maintenant qui a été augmenté, mais qui à la base était de 10-15 secondes. Vous avez plein de limitations qui n'ont pas forcément matché le fait de faire des workflows, de faire des interactions avec des API, de faire des choses un peu plus data, product integration en utilisant du serverless. Si vous utilisez Lambda, si vous faites des choses qui sont un peu compute intensive, le seul défaut qu'il y a de Lambda, mis à part la developer experience et le CDK, c'est que globalement, si vous voulez avoir plus de CPU, il faut plus de RAM. Ils n'ont pas de décorrélation sur l'allocation de ressources. Là où nous, par exemple, si vous voulez plus de CPU, vous aurez plus de CPU. On peut monter que le CPU ou que la RAM, etc. etc. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voulais juste revenir sur le code. Ouais. Ouais. Ouais, sur ça. Juste ligne 21, Ouais. il y a un ENI ici. Hum. Est-ce que, de ce que j'ai compris, que je comprends pas tout, mais pour moi, ici, ça aurait été plutôt un never, c'est-à-dire que tu ne veux pas autre chose en termes de service. Voilà, là, c'est un débat de. Là, c'est un débat de. Je ne sais pas. Certainement, ouais. Je pense même que j'ai vu en fait que par exemple, c'est une bonne chose, par exemple, de dire de faire ça. Ce qui fait que globalement, ça va résolve en string qui est très bizarre. Et du coup, ça va faire péter, ça va mieux sortir qu'un ever un peu cryptique. Alors, c'est pas forcément exactement ça, je crois qu'il faut faire. Mais globalement, j'avais vu cette espèce de trick et effectivement, je peux. Donc oui, any, c'est un peu un genre de safe fallback de dire, tu nous passes un truc qui marche pas, on type pas, quoi. Alors que never, ouais, never, oui. Après là, c'est une histoire de. Ouais, c'est vrai. Après, nous, on part du principe. Que là, les types qui sont passés, c'est de l'aide au développement et pas comme par exemple sur OpenAPI ou GraphQL, où si ça ne marche pas, il faut que ce soit un bloqueur. Là, c'est plus de l'aide au développement, pas de la validation stricte. C'est pour l'autocomplete, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Là, c'est vraiment pour l'autocomplete. Donc, en gros, dans le pire des cas, l'autocomplete ne marchera pas. Est-ce qu'il faut qu'on fasse failer la compilation parce que l'autocomplete ne marche pas? C'est un débat.
on revient à la fonction lower, le await te garantit quoi? Donc tu await le lower. Ouais, il te garantit qu'on a bien reçu la demande d'exécution. Il te garantit que la demande d'exécution est chez vous. Ouais. Mais alors, comment tu garantis le succès d'exécution? Alors déjà, ça, on ne peut pas garantir le succès d'une exécution, parce qu'elle peut failer dans le user land à cause des gens. Et après, oui, dans le kernel land, de l'autre côté, il peut failer pour plein de raisons. Hein, on garantit pas, enfin si, on garantit. Après, là, nous, on a 6 mois d'existence, on est 3, donc on n'a pas de SLA et on n'a pas 5-9 derrière le 99. Mais globalement, on garantit plutôt bien le fait qu'on recover, etc. Après, ça peut ne pas marcher pour plein de raisons. Il y a globalement un énorme arbre de décision sur. Tu peux, par exemple, demander à exécuter une fonction qui n'a pas encore été compilée chez nous. C'est un cas d'erreur. Tu peux, ou elle n'a pas réussi à compiler, tu peux. Il y a plein de cas d'erreur. Mais dans ce cas-là, en fait, si c'est le cas, en fait, si on l'a bien reçu et qu'on n'arrive pas à exécuter, l'avantage que tu as, c'est que globalement, tu vas ici. Alors là, je ne vais pas aller sur un truc de prod pour faire une démo, ce ne serait pas très cool. Mais par exemple, si tu vas ici et si ça a failé, globalement, bah, tu vas être en capacité, par exemple, de rerun, même si elle a failé. Tu vas pouvoir, par exemple, si je relance une exécution, je peux aussi, par exemple, carrément l'abort en mode là, les queued, par exemple, avec pickup. Mais voilà, et même si elle est en train de runner, je peux l'abort, même quand elle est en train de runner, et du coup, le container va se faire killer. Et voilà. Donc, ouais, globalement, il faudra aller sur la console pour aller gérer tes exécutions. Et ensuite, après, tu as accès à tout. Tu as accès aux arguments, aux résultats, au timing, etc. Si. Le await, il est résolu quand on a reçu exécution. Après, il y a un autre exemple que je vais montrer, mais je n'ai pas eu le temps. C'est nous, on a un truc, je vous ai montré le delay là, qui permet de delay une exécution. On a un truc qui s'appelle await result, où du coup, depuis l'API, on peut await le résultat d'une exécution. Alors pour une exécution, ça ne sert à rien, mais ce qui est intéressant, c'est de dire, par exemple, je renais 10 exécutions en parallèle. Du coup, l'API peut dire, bah, il lance 10 exécutions en parallèle, et il veut résolve quand les 10 sont finis, il veut faire du processing dans l'API, et du coup, on gagne 10 fois la performance, et c'est pas de l'offloading à en parler. Et ça, du coup, c'est ce qu'on appelle le await result. Je pourrais en parler après. J'ai pas de... Et il retourne une string. Ouais, non, c'est juste que l'exemple était très bizarre. Je vais pas forcément pris un exemple très malin. Hello World, en fait, il retourne une promise pour pouvoir faire un système de timeout, parce qu'en JavaScript, c'est le seul langage que je connais, on ne peut pas faire sleep. Donc pour faire sleep, du coup, il faut faire une promise. Et du coup, là, il résolve une string en disant done. Donc du coup, l'API, si elle veut récupérer le résultat, pour récupérer une string avec un résultat de type string qui est done. Parce que là, en gros, Hello World est très mal typé. Voilà, il faut être honnête. Ouais, c'est la promesse qui n'est pas typée. Mais il l'infère pas. Ouais, c'est normal, il ne peut pas inférer ça. Est-ce que vous avez une dernière question? Ouais. Est-ce que vous arrivez à capturer un context pour l'envoyer? Comment vous serialisez en fait la fonction que vous envoyez en traitement en backend? Si par exemple, je mets une variable qui est en dehors du scope de la fonction et que j'essaie de vendre de l'élément, j'imagine que ça explose. Vous ne serialisez pas de contexte. Très bonne question. Oui. Comment on fait pour gérer le hoisting, en gros? Donc, c'est-à-dire des variables qui sont en dehors du scope de la fonction. Donc, pour éviter ce genre de problème, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini une règle très simple qui est qu'il y a un dossier defer. Dans le dossier defer, une fonction égale un fichier, voilà, comme en Java. Et c'est un export default, voilà, à l'ancienne. Enfin, pas si à l'ancienne que ça, parce que c'est ce que fait Next avec les routes. Donc, on s'est clairement inspiré de Next, et qui s'est lui-même inspiré de Java. Et du coup, bah là, tu es dans un contexte où même si la variable est en dehors, en fait, tu es dans le même contexte mémoire. En fait. Donc nous, en fait, on va la popper, et en fait, tout ce qui est dans ce fichier, en fait, est ton contexte mémoire à toi, quoi. En fait, du coup, ça paraît logique pour moi, mais du coup, chaque exécution a son container qui est dédié. Okay, c'est pas comme dans BooleMQ où chaque appel de la fonction va être dans le même espace mémoire. Donc là, par exemple, si tu serais dans BooleMQ, tu aurais une variable qui serait ici, ce serait un genre de singleton, un genre de cache partagé. Là, c'est pas le cas. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est un container par exec. Donc vraiment, c'est un snapshot de ton code à un moment donné, quoi. Donc on évite ce problème pour l'instant. Et les arguments doivent être sérialisables. Donc ça, par exemple, s'il y a l'un de vous qui aime beaucoup TypeScript et qui saurait comment faire pour que quand j'ai defer, je puisse lui mettre une contrainte sur les arguments de la fonction qui est passée pour que ça soit sérialisable en JSON, je prends. Parce que ça, c'est hardcore.
Voilà, ici, globalement, j'aimerais bien mettre une contrainte en disant qu'il faut que ça soit serialisable. Voilà. Ok, Lilian, on va discuter. Voilà. Mais globalement, ouais, les seules contraintes, on a quelques règles de base qui est que ce qui est input-output doit être serialisable over the wire. Donc en gros, il faut que ça passe dans JSON, Stringify. Donc les dates, on oublie. Les instances de Prisma, on oublie, etc. etc. Comment ça se passe si Hello World elle se connecte à une DB? Comment ça se passe si Hello World se connecte à une DB? Alors, ça se passe que, en fait, Authentification, j'entends. ouais, bah, c'est environment variable. Environment variable. Donc là, vous allez dans vos settings, vous allez avoir des environment variables et vous pouvez en ajouter. Et du coup, vous mettez votre DB. Et voilà. Par Donc, container? Par fonction? non, ça c'est par projet. Et après, on gère le multi-env. Et là, on est en train de développer l'intégration pour que vous puissiez avoir la synchronisation automatique avec vos previews env, etc., etc. Pour que vous ayez plus besoin de faire ça. Et intégration Supabase, etc., etc. Est-ce qu'il y a une dernière question? Vas-y. C'est là, c'est tout ça la partie générique en TXT. Ouais. Je ne suis pas hyper à l'aise avec le générique en TXT. C'est full complete time, il n'y a rien qui se passe en runtime. C'est full complete time, Ouais, comme tout ce qui est tout ce qui est metadata, c'est des infos qui sont gérées comment. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le concept de metadata, c'est ce qui est rajouté dans les interfaces. Ah, C'est nous, des choses qu'on vient enrichir, enfin que vous enrichissez. qu'est-ce que veut dire les metadata pour nous? Oui, en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose dont on utilise l'interface. Ça, là? Enrichir, c'est des fonctions utiles qui viennent enrichir ces metadata. Tu parles de ces metadata-là? Ah ouais, non, ça c'est un truc où nous, on a une notion de metadata sur les exécutions. On peut associer des user ID, etc. et on les stocke. Pourquoi c'est là, ça? Oui, parce qu'en gros, si vous voulez la vraie explication technique. Donc en gros, quand on compile, quand on récupère le code GitHub, non. Attendez. Comment ça marche déjà ce truc? Quand on récupère une... Pourquoi on a metadata, nous? Ah non, 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 metadata, c'est un manifeste en fait. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, en fait, on a manifeste, nous, pour récupérer des informations au moment du bundling, pour savoir c'est quoi la version interne. Si on fait des breaking change vis-à-vis du client et du bundler, quand il y a une cron, par exemple, quand vous passez une cron string, du coup, on l'attache à la fonction de façon statique, on les fout dans le metadata. Toutes les options que vous passez, quand vous faites ça, là, en fait, du coup, sur la fonction qui est retournée, du coup, vous avez une propriété underscore metadata. C'est dans Defer, en fait, que ça se passe. En fait, c'est quand Ouais. on file à Defer, elle va wrapper en fait, Ouais. la fonction qu'on donne dans C'est ça. qui a Ouais. des metadatas relatives à la Ouais. fonction qu'on a donnée. Ouais, parce que nous, du coup, quand on va compiler vos fonctions, après, on va les loader in memory avec un autre wrapper depuis Go, et on va faire point sur la fonction et récupérer les metadata pour savoir c'est quoi la concurrency de cette fonction, blablabla, etc. Voilà, on est parti très deep dans les explications, mais voilà. Ouais, c'est le moment des pizzas. Allez, je vous libère parce que là, c'était très très long. Désolé. Bonne soirée. Merci.